chers amis, mes chers téléspectateurs, auditeurs de Zitata et de La Contretemps. Je suis très heureux. Le soleil brille ces jours-ci, il y a moins de pluie, l'air est limpide et tout est merveilleux, n'est-ce pas, Daniel? Ah oui, tout à fait. Surtout qu'il y a plein de choses à faire. Moi, j'ai assisté à un concert grâce à la Fondation Sphère et M. Persanda à la cathédrale avec un quatuor de Bratislava, avec une cantatrice sud-africaine, donc du pur bonheur. Très bien. Et toi, Christian? Nickel, comme on dit. J'ai un ami qui dit ça, nickel. Nickel. Un petit clin d'œil à Ben. On peut dire aussi nickel chrome. Nickel chrome, nickel chrome. Non, ça va. Répétition cet après-midi? Oui, tu dévoiles les choses. Hein. C'est vrai que j'ai une petite formation musicale et nous prenons un plaisir extraordinaire à répéter tous les vendredis après-midi. Ouais, aujourd'hui, nous ne sommes que 3, donc on peut être plus décontracté, plus intimiste. Encore plus. Oui, encore plus. Bon, fait n'empêche qu'on a quand même un programme sérieux de travail. N'est-ce pas? Tu lances les offensives. Oui, alors peut-être... Pas peut-être, sûrement, ceux qui nous écoutent, parce qu'ils sont fidèles, savent qu'à peu près il y a un mois, nous avions traité du fait des abus sexuels dans l'Église, parce qu'il y avait eu une conférence épiscopale qui se réunit chaque année, et puis il y avait eu un prêtre qui, à Paris, avait été emprisonné. Et donc, cette semaine, il s'est avéré que nous avons appris qu'à la Martinique, il y avait un prêtre qui avait été mis en examen, incarcéré pour abus sexuels. Et moi, je pense que ce qu'il faut souligner, parce que nous en avions parlé à ce moment-là, de la convention qui avait été signée entre l'archevêché et le parquet pour pouvoir signaler donc remonter en fait, pour que tout le monde comprenne bien, quand l'archevêché, par un certain nombre d'attestations, de témoignages, est au courant qu'il y a des problèmes, il le signale au parquet. Et c'est ce qui est fait. Donc il y a eu une totale transparence sur la question. Le communiqué de l'archevêché, c'est lui qui a appris à la population et donc qui a dit comment on était en communion avec les victimes et que bon, maintenant c'est à la justice de suivre son cours. On a eu les résultats de la commission reconnaissance et réparation. Oui. Tu as vu cet aspect des choses? Alors oui, dans cette même émission, effectivement, nous avions, alors qu'on se souvienne, hein, quand l'Église a décidé de faire la lumière sur toutes ces années, ces décennies de silence, il y a une commission indépendante qui a été créée, c'est la commission sur les abus sexuels dans l'Église, qui a été confiée à M. Sauvé, qui est d'ailleurs venu à la Martinique. Et donc le rapport a été déposé en 2021. Et un an après, donc il y a un rapport qui a été remis pour signaler le fait qu'il y a un certain nombre de victimes, 480, qui ont été entendues. Et il s'avère que, alors c'est sur des faits qui se sont déroulés entre 1960 et 1980. Ça voudrait dire que les choses s'arrangent, si on peut employer ce mot-là. C'est-à-dire que les gens sont encouragés à parler. Et c'est un premier pas. C'est-à-dire qu'on sait très bien les conséquences des souffrances qui sont tues. Et même des années après, il est important que les gens puissent s'exprimer et dans un cadre où il y a par exemple des psychologues, il y a des personnes qui sont en mesure d'entendre la parole et puis après ça suit son cours. Soit c'est judiciaire parce que ce n'est pas prescrit, mais même quand c'est prescrit, l'Église, parce qu'elle a créé la commission reconnaissance et réparation, peut indemniser les victimes. Donc c'est un vrai travail pour amener, je dirais que c'est pour permettre aux gens de mettre fin à la souffrance dans laquelle ils étaient. Et il y a un espace pour pouvoir les écouter. Laissons la turpitude humaine et passons aux choses de la nature. C'est à mon tour. Il existe une institution qui s'appelle l'Initiative française pour les récifs coralliens, qui opère outre-mer et qui s'occupe de protection et de gestion durable des récifs coralliens, puisque vous savez qu'il y a un gros problème à ce niveau-là, des écosystèmes et puis notamment des mangroves. Alors, ils ont un prix annuel qui est accordé à trois territoires. D'abord à la Guadeloupe pour un projet d'installation de mouillage dans une zone protégée, de telle sorte qu'il soit fait moult précautions à l'égard des coraux. Une autre palme, coup de cœur du jury à La Réunion, il s'agit de procéder à l'inventaire
de la faune de l'écosystème corallien mésophotique. Alors j'ai cherché ce que c'est que mésophotique, hein. C'est ou crépusculaire, ouais, il y a de la poésie dans la biologie et dans la science. Les récifs mésophotiques se trouvent dans les régions tropicales et subtropicales à des profondeurs allant de 30 à plus de 150 mètres. Mais la palme qui m'a semblé la plus intéressante, c'est, enfin, pas plus intéressante, mais j'ai tilté sur la palme qui a été accordée à Saint-Martin pour un projet de pépinière de palétuvier. C'est après Grand Case, vous qui connaissez bien. C'est superbe d'ailleurs. Et il s'agit et après le passage d'Irma qui a détruit la mangrove, une sorte de pépinière de la biodiversité qui consiste à reconquérir les zones humides en apposant des milliers de petits pots, eux-mêmes dégradables, contenant des palétuviers, des plantes palétuviers qui repeuplent, qui fécondent ce qui est la mangrove. Et ils permettent naturellement de protéger cette partie, comme on le sait, qui donne souvent du fil à retordre à cause des effets dévastateurs de la houle. C'est toi, ma chère amie? Oui, tout à fait, oui. Alors, il y a une députée de La Réunion qui a fait un article dans Mediapart pour stigmatiser ce qu'elle appelle le mépris à l'égard des élus d'outre-mer. Et alors, on peut comprendre ce qu'elle dit, parce que si l'on se souvient, par exemple, lorsque le budget de l'outre-mer a été examiné à l'Assemblée, il n'y avait pratiquement que les députés d'outre-mer, les autres n'étaient pas là. Sur la continuité territoriale dont on a parlé tous ces jours-ci, la différence, par exemple, avec la Corse, on voit bien que l'outre-mer est complètement défavorisé. Sur la question, il y a un rapport qui est sorti sur la question de la pauvreté, et le rapport dit expressément l'outre-mer est délaissé, parce que il y a une telle situation en outre-mer par rapport au continent que c'est très clair. Et puis sur la question des déchets, il y a le Sénat qui vient de faire le résultat d'une commission indiquant que là aussi les outre-mer n'étaient pas à la hauteur des enjeux. Donc effectivement, je crois que malheureusement, on peut considérer que c'est un constat. Elle va jusqu'à parler de mépris, de mépris de ses collègues. C'est pas un mépris du gouvernement, c'est un mépris de ses collègues, eux-mêmes députés. Quand ils sont pas là. Et même un mépris à l'égard des députés eux-mêmes. Oui, mais quand à l'Assemblée, il y a le budget des Outre-mer et qu'ils ne sont pas là, c'est bien le mépris des députés. Il ne fallait pas s'attendre à qu'ils soient là. Hein. Non, je veux dire que c'est vrai que chacun défend sa chapelle, quoi. C'est peut-être aussi un enseignement pour nous, pour apprendre à faire sans eux. Oui, mais... C'est dommage, parce que c'est quand même la République. Oui, mais enfin, les gens, tu sais... Enfin, il ne faut pas s'attendre en politique. Il ne faut pas s'attendre à de l'amour ou de l'affection. En tous les cas, plus de 40 000 personnes ont traversé la Manche illégalement depuis le début de l'année. Elle est presque finie, mais 40 000 personnes ont traversé la Manche. 40 000, c'est-à-dire que 2 ou 3 communes de la Martinique. La réflexion des pêcheurs de Boulogne-sur-Mer, c'est de dire on a peur, quand on est au travail, on a peur de tomber sur des corps, quoi, l'information sans commentaire. Et ils sont actuellement en désappareil. Une autre information qui m'a semblé émouvante, c'est le mot, c'est 3 migrants qui ont passé 11 jours sur le gouvernail d'un pétrolier, assis, vous voyez ici les photos, on les distingue un peu mal, mais vous pouvez quand même voir, depuis le Nigeria pour rejoindre l'Espagne, et plus précisément les îles Canaries en Espagne. 11 jours, assis, avec le froid, la pluie, le sommeil, donc ils devaient se tenir, s'attacher, ils devaient dormir à tour de rôle pour essayer de retrouver ce qu'ils croient être le bonheur. C'est-à-dire maintenant C'est ça. Ça met en lumière la misère quand même du monde et puis les espoirs. Quoi. Alors, il faut mieux vivre d'espoir. Mais une bonne nouvelle, c'est qu'arrivé à Las Palmas, épuisé, assoiffé et frigorifié, les types étaient quand même en santé. Ouais. Autrement dit, voilà des gens qui ont été élevés, éduqués, soignés par une maman, un papa dans un pays, peut-être certainement même un peu scolarisés, et qui ont la force et l'énergie pour faire ça, et qui vont amener leur puissance et leur pouvoir à notre pays qui ne veut pas d'eux. Et ça me fait penser aux images qu'on a vues cette semaine en Guyane de Syriens et d'Afghans qui sont dans la rue. Alors moi, j'étais estomaquée de savoir qu'il y avait des Syriens et des Afghans. Mais certains, il y avait des médecins parmi les gens qui dorment dans la rue. C'est terrible, hein, quand même.
Le Parlement européen et les États membres de l'Union européenne ont trouvé un accord pour interdire l'importation dans l'Union européenne de produits, de denrées comme le cacao, le café, le soja, qui ont été produits sur des territoires, sur des espaces qui ont subi la déforestation. Je ne sais pas comment ils vont contrôler ça. Mais il paraît que ça se contrôle avec il y a une traçabilité avec des QR codes, oui, etc. avec les Il paraît, mais enfin, oui, avec les satellites et tout, mais enfin, bonne chance. Mais enfin, peu importe, l'intention vaut presque l'action, mais enfin, il faudrait quand même que les deux se rapprochent. Et puis une autre information que j'ai trouvée très piquante, c'est que le Parlement indonésien a approuvé ce mardi un texte criminalisant le sexe hors mariage. Ah oui, vous avez vu le sourire de Gérard. Ouais. Non, mais c'est criminalisant. Oui, pour nous, ça serait les assises et ça serait peut-être la peine de mort. J'avais dit, mais c'est terrible, l'humanité vraiment est disparate. Oui, tout à fait. En tous les cas, je crois que j'en ai assez dit pour l'instant à toi. Tu serais déjà contrôlé? Non, on ne continue pas. Non, parce qu'à ce moment-là, on risquerait d'avoir une population d'Amérique. Ce n'est pas avec les sondes migratoires seulement qu'on aurait des problèmes. Donc oui, la Russie, alors, donc, à l'heure actuelle, donc, il y a des dispositions qui sont prises pour interdire les rassemblements dans tous les lieux qui sont proches de tout bâtiment public et gouvernemental, mais aussi, par exemple, les universités, les ports, les gares, les écoles. Et ça va encore plus loin parce que dans les provinces, on dirait, qui ont une capacité d'autonomie, elles peuvent durcir encore plus les rassemblements. Alors, c'est une façon, mais je trouve qu'ils devraient réfléchir, hein, parce que quelquefois, même l'autorité, que ce soit la Chine ou l'Iran, montre quelquefois, ça n'empêche pas les gens, quand ils en ont absolument assez, de réagir. Mais c'est comme ça qu'il fonctionne pour l'instant. Oui. Autre information qui a vraiment défrayé l'actualité, c'est Francky Vincent qui a été nommé chevalier des arts et des lettres. La récompense a été décernée et elle reconnaît, je cite le texte, le rayonnement des arts et des lettres en France et dans le monde. Elle est accordée par le ministère de la Culture et permet de récompenser les personnes qui se sont distinguées par leur création dans le domaine artistique ou littéraire. Et ce qu'on donne comme exemple, je le connais mal, Francky Vincent, mais je sais quand même qu'il a produit Fruits de la Passion, ça va encore, mais Alice ça glisse, et puis le summum c'est Tu veux mon zizi. Alors ça demande des réflexions, je vais vous laisser parler parce que je donnerai mon avis à la fin. Christian, moi je ne parle pas, c'est-à-dire. Moi je me dis, j'ai manqué quelque chose. Donc il faut sûrement que je réécoute Francky Vincent, parce que je n'ai pas encore trop compris comment il a pu obtenir ça, mais c'est sûrement parce que j'ai loupé quelque chose. Là, donc il va falloir... C'est un joker déguisé. Moi je ne prends joker. Hein. Non, je vais saluer quand même son talent, parce qu'il a quand même eu un créneau assez original et il a fait preuve d'une créativité. Alors maintenant, je suis mal placé pour pouvoir commenter cette distinction. Hein. Je vais m'en parler de populisme culturel. C'est-à-dire que la populace aime, donc c'est bon. C'est un critère qui, quand même, pour être chevalier des arts et des lettres, c'est un critère qui, à mon avis, n'est pas totalement convenable. Et je me pose la question de savoir si c'est ça que la France aime de nous. Si elle n'aime pas tellement Césaire, Fanon, si elle n'aime pas tellement Glissant, si Malavoie laisse froide ou Cassave à la limite, et que c'est Francky Vincent qui peut être chevalier des... Encore que je crois que je suis le miroir et chevalier, je crois. Donc je suis peut-être excessif dans mes propos. Et puis, moi j'aimerais savoir ce que pensent les autres chevaliers, les arts et des lettres, quand ils voient Francky Vincent qui est chevalier à leur côté. Est-ce qu'ils sont contents? Ils disent, voilà, nouveau camarade. Il y a une commission qui a dû prendre cette obsession. Je veux dire, ce n'est pas une seule personne. Je crois qu'il y a eu un consensus entre des gens qui sont habilités pour. Mais enfin, bon, non, mais tu as j'échappais assez en bas sujet. Alors, non, on va y commenter. Puisque, bon, en tous les cas, on va ponctuer ça d'un petit jingle pour passer aux actualités. Alors, nous devions traiter d'un sujet qui s'appelle criminalité à Sainte-Lucie. Malheureusement, on va y revenir, parce que vous avez remarqué que notre partenaire Alizé n'est pas là. Mais en 2 mots, je sens que traiter le sujet, je ne déflore pas. Les choses sont très chaudes dans cet endroit. Par contre, on va laisser Christian nous parler plus longuement de l'Iran. Ah oui, je veux bien, parce que c'est vrai que l'Iran, c'est un pays qui occupe l'actualité depuis au moins 4 mois. Et ce qui se passe est
est assez extraordinaire, quoi. Il y a une révolution, il y a une révolte. Alors, à partir d'un petit incident, comme on dit en général, puisque c'est, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais la fille de 22 ans qui a été tuée. Alors, juste avant, hein, je vais un petit peu resituer un petit peu l'Iran, sans être historien, mais l'Iran, c'est 1 500 000 km². C'est un grand pays. C'est 90 millions d'habitants. L'Iran, c'est des Persans, des turcophones, des Arabes, et puis c'est une tradition religieuse un peu multiple avant. Voilà. Et puis il y a eu toute cette période où il y a le Shah d'Iran qui est arrivé au pouvoir en 1925. Vous savez que l'Iran, c'est l'ancienne Perse. Ouais. Hein, c'est la Perse, c'est vraiment un grand empire. Et le Shah d'Iran a orienté, enfin, il a demandé qu'à ce que son pays ne s'appelle plus la Perse, mais s'appelle l'Iran. Donc l'appellation Iran, elle est relativement récente. Et le Shah d'Iran, il s'est aussi caractérisé par un rapprochement vis-à-vis de l'Occident. C'est un Hein, modernisme. semble-t-il. Bon. Et des Américains, des Français, de l'Europe et tout et tout. Alors, est-ce parce que les progressistes de l'Iran en 1979 ont considéré que ce rapprochement était dangereux, puisqu'on connaît bien le regard qu'il y a vis-à-vis des Américains avec leur histoire impérialiste, puis la France également aussi. Mais en tout cas, il y a eu une espèce d'enthousiasme pour pouvoir faire en sorte que l'Iran retrouve les valeurs, n'est-ce pas, historiques, les valeurs religieuses, etc. D'où l'ayatollah Khomeini. Je rappelle que l'ayatollah Khomeini, il a téléguidé la révolution depuis la France, puisqu'il était en France. Et depuis 1979, l'Iran est devenu une république islamique, dure. C'est-à-dire que ça se caractérise par, bien évidemment, des libertés, notamment au niveau des femmes, puisque constitutionnellement, la femme est considérée comme inférieure à l'homme. La femme ne doit pas porter, elle ne doit pas avoir les bras dénudés, elle ne doit pas avoir. Enfin, il y a tout un dispositif extrêmement. Elle doit absolument. Alors, juste avant, quand même, je voudrais rappeler que l'Iran, c'est aussi des personnages dans l'histoire. Alexandre le Grand, Cyrus le Grand, il y a eu Mossadegh, il y a eu Mustafa Kemal, Gengis Khan. Ce sont des noms, effectivement, qui témoignent, n'est-ce pas, du rayonnement de ce pays. Alors, le Shah d'Iran a été donc rejeté par ces progressistes. Hein, et comme souvent, il y a un paradoxe entre l'espoir de la révolution et après le ressenti des gens. Et progressivement, on s'est rendu compte que l'Iran se referme. L'Iran se dogmatisme. La religion devient l'élément fondamental auquel tout le monde doit se soumettre. Nous sommes aussi dans une situation, dans un monde aujourd'hui numérisé. Nous sommes dans un monde nouveau. Et les nouvelles générations n'ont pas le même regard. Les nouvelles générations veulent s'émanciper. Les nouvelles générations ont accès aux informations du monde. Et c'est tout ce, aujourd'hui, cette problématique au niveau de l'Iran qui fait que, de cet incident, les femmes iraniennes se sont mobilisées, les jeunes Iraniens se sont mobilisés, dans les entreprises on se mobilise. En plus, l'Iran a une position internationale qui est assez compliquée, puisqu'on connaît l'impact des drones iraniens avec la Russie dans un environnement iraniens qui ont été livrés à la Russie pour écraser l'Ukraine. Tout à fait. Donc aujourd'hui... Alors l'incident a commencé, je te dis son nom, il s'appelle Masha Amini. Masha Amini. Tu te rappelles son nom. Tout à fait. C'est là que les choses... Et que donc, les femmes sont entrées, les femmes sont réellement entrées dans la danse, pour ne pas dire descendues dans la rue. Absolument. Alors il y a plus de 500 morts aujourd'hui en Iran. Oui. Il y a plus de 15 000 personnes qui sont emprisonnées. Oui, on a pendu ce matin un jeune. Donc c'est vraiment très interpellant et dans le contexte, bien évidemment, aujourd'hui, dans le contexte international, en Europe de l'Est notamment, avec l'Iran, donc on peut vraiment se poser des questions, qu'est-ce qui se fera demain? Mais en tout cas, ce qui est remarquable, c'est que, indépendamment de la répression et des mesures qui ont été prises, la population est toujours mobilisée. C'est ça. Elle est toujours mobilisée. Et il y a effectivement ce besoin de souffler, ce besoin de liberté, parce qu'on veut bien admettre le dispositif de la religion, mais quand la religion opprime, me semble-t-il, ce n'est pas quelque chose, ça ne va plus, comme tu dis. Donc voilà, je suis particulièrement sensible à ça parce que quand j'étais étudiant, je me rappelle avec quelle euphorie on a accueilli l'ayatollah Khomeini, mais aujourd'hui il faut bien se rendre compte que les régimes dogmatiques religieux comme ça, c'est intolérant, c'est compliqué. Je crois qu'on a bien fait le tour. On peut passer à des problèmes de société si vous voulez bien.
Alors, fait nouveau, c'est que les Pays-Bas apurent leur passé esclavagiste et colonial. Alors, sur plusieurs fronts, les Pays-Bas font des avancées notables dont va nous parler Daniel. Oui. Alors déjà, une première observation, on n'appure pas un passé colonial. Hein, donc c'est peut-être une tentative de vouloir, en quelque sorte, reconnaître les responsabilités. Et donc ce dont il est question, c'est que ce mois-ci, normalement, il doit y avoir des excuses officielles pour pouvoir, sur la question de l'esclavage et de la colonisation. Et ces excuses officielles vont s'accompagner d'une dotation de 200 millions pour pouvoir créer... Tu parles d'euros, oui. Oui, aux Pays-Bas, c'est aux Pays-Bas, oui. Pour pouvoir aider à la création de musées contre l'esclavage, à l'image de ce qui existe à Liverpool, puisqu'il y a un très très grand musée consacré à l'esclavage. Et par ailleurs, pour pouvoir faire en sorte que la problématique de l'implication des puissances coloniales, bien sûr dans les Pays-Bas, soit plus diffusée dans la société. Alors, il faut souligner qu'il y a quelques années, le maire d'Amsterdam avait déjà prononcé des excuses parce que pour l'implication de sa ville dans le problème, dans le commerce de l'esclavage. La question qu'on peut se poser, ça c'est pour les Pays-Bas, mais qu'est-ce qui se fait ailleurs ? Donc la Belgique a fait des petits pas puisque en 2022 il y a eu une reconnaissance de la responsabilité dans l'assassinat de Lumumba donc c'est un premier pas. En Angleterre, le prince William, lors de son voyage, notamment en Jamaïque, a présenté les excuses du royaume, officielles du royaume, pour la période esclavagiste. Aux États-Unis, il y a eu des prises de position de Bill Clinton quand il était en 1998, quand il était en Ouganda. Ensuite, en 2008 et en 2018, le Sénat, il y a eu une prise de position vis-à-vis des Afro-descendants. En ce qui concerne la France, on sait très bien, la loi Taubira en 2001, la France est le premier pays qui a donc voté une loi reconnaissant l'esclavage comme crime contre l'humanité. Et puis il y a eu le travail qui a été fait, présidé par Édouard Glissant, sur les mémoires de l'esclavage, qui a abouti à la création de la Fondation sur la mémoire de l'esclavage. Et j'ajouterais donc un autre pan qui est la restitution des objets d'art. Aux Pays-Bas, ils se sont engagés, il y a une commission qui va être chargée de répertorier les objets qui sont dans le Palais Royal, qui sont issus des vols et des pillages pendant la période coloniale. Et nous savons qu'en France, il y a déjà eu les restitutions du Bénin, mais il y en a encore des milliers d'autres. En Angleterre, l'Angleterre qui était vent debout contre toute restitution, le débat est en train un peu d'évoluer. Bref, et moi je crois que c'est une bonne chose que maintenant les pays occidentaux puissent, sous la pression, il ne faut pas voir, c'est pas venu d'eux-mêmes comme ça, parce que tout d'un coup ils ont eu la lumière. Donc il faut continuer ce travail, parce que les Occidentaux n'ont pas encore intégré que c'est leur histoire. Et donc ce travail nécessaire, il est indispensable, à mon avis, pour pouvoir continuer à fonctionner dans un monde. La géopolitique d'aujourd'hui ne se comprend pas sans ce qui s'est passé avant. Et donc c'est une nécessité, et ça peut être l'occasion notamment de mettre à plat toutes les ressources qui sont dans les musées, l'historiographie dont on a besoin pour ne pas réagir, non pas émotionnellement contre l'esclavage, mais de façon documentée. Donc il y a un champ encore d'investigation qui est possible, et je suis persuadée qu'à plusieurs niveaux, on s'y emploiera. C'est dans ce sens qu'Emmanuel Macron avait reconnu le caractère totalement reprochable, inavouable du colonialisme en Algérie. Oui. Et puis c'est aussi peut-être que va un jour apparaître ce fameux mémorial du professeur Romana, qu'il avait prévu aux Tuileries, et puis bon, les choses changent. Oui.
Les jeux dévolus. Oui, alors l'engagement, moi je dois dire que sur ce point-là, l'engagement de l'État est répété. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Simplement, il y a eu à un moment donné, au niveau des associations elles-mêmes, ultramarines, un petit désaccord sur la question des noms de l'emplacement, surtout de l'emplacement. Ça devait être aux Tuileries, mais bref, c'est l'engagement de l'État est là. Et donc ce mémorial, à mon avis, verra le jour. C'est un mémorial sur lequel il y aura inscrit le nom de tous les esclaves victimes pendant la traite négrière. C'est-à-dire le nom de tous les esclaves qui ont été émancipés à la Oui, date de l'émancipation. à la date de l'émancipation, oui, parce que autrement, parce que ça fait beaucoup quand même. Oui, ça fait beaucoup. Ça fait des millions, oui. Des millions. Alors que là, on est entre 250 et 300 000, me semble-t-il, non. Et pour la Martinique, à peu près 70 000, c'est ça? C'est ça. En 1848, il y a eu 70 000 attributions de noms, sachant quand même qu'en 1830, il y a eu 25 000 affranchissements. Donc, ça précédait de pas longtemps. C'est pas négligeable. Donc, c'est pas Et c'est négligeable. dans cet état d'esprit que la Marisfa La Marisfa, bien. prévoit et également à Saint-Pierre, ici, de créer un mémorial dans le même état d'esprit. Le même état d'esprit, oui, parce que la Marisfa a fait, on en a parlé, a fait un travail considérable à partir des certificats d'individualité pour retrouver le nouveau nom donné aux esclaves en 1848. Donc on peut avoir, avec ces documents, on peut avoir le nom des esclaves. Nous saluons M. Alex Bourdon pour son opiniâtreté et sa capacité à faire, Christian. Juste me rappeler une position que Macron avait prise quand il était candidat à sa première candidature. Il avait, de retour en Algérie, il avait considéré que le colonialisme pouvait être identifié comme un crime contre l'humanité. Voilà. Et il s'est fait ratiboiser. Mais c'est-à-dire que... Voilà. Non, mais c'est quand même important. Oui, dans la foulée, il avait créé la commission Serra pour vraiment faire apparaître tous les aspects sur ce qui était une occupation, une guerre. La guerre, oui, mais c'est-à-dire qu'on l'a dit à plusieurs reprises, compte tenu de son âge, Macron, il n'a pas le passif de tous les politiciens qui étaient dans la France-Afrique, etc., ou bien ceux qui sont à l'extrême droite et qui considèrent que toute reconnaissance d'un crime c'est de la repentance et porte atteinte à l'image de la France. Lui, c'est pas ça. On se souvient d'ailleurs, lorsqu'on en a parlé il y a plus d'1 an, lorsqu'il y a commémoré le fait que les Algériens avaient été tués à Paris, lorsqu'il y avait eu la charge, etc. Donc c'est un rapport, je dirais, plus sain, un rapport plus sain à l'histoire. Et il fait face aussi au mécontentement aussi des Africains. Il y a un peu comme dans l'Afrique francophone aujourd'hui, la France est assez contestée. C'est-à-dire que les jeunes générations n'ont pas, si vous voulez, le regard de leurs prédécesseurs. C'est un sujet que nous avons traité. Effectivement, quand tu étais, toi, sur les plages de Punta Cana à Saint-Domingue. Parce que moi, je t'avais proposé ce sujet-là, parce que j'ai beaucoup lu à... Mais c'est quand tu étais à Punta Cana à Saint-Domingue, tout à fait. On l'a traité, voilà, c'est ça. Et c'est Daniel qui l'a traité, sur le crime de changement de paradigme de la diplomatie française. Tout à fait. Et ça doit bien emmêler Macron aujourd'hui, parce qu'il est héritier, n'est-ce pas, de passif, effectivement, qu'il n'a peut-être... Voilà. Enfin, tout ça, c'est important. Rien d'autre à ajouter? Pour une fois, je vous laisse toute votre latitude, nous sommes peu nombreux. Mais on a encore des choses à dire. Non, mais rapidement, je fais un parallèle entre ce qui se passe en Iran, ce qui peut se passer en Chine, ce qui passe en Afrique. Donc, il y a effectivement des réveils, il y a des nouvelles générations qui ont d'autres marques de réflexion et qui ont une autre projection, quoi. Et ça, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. C'est une grosse ébullition. Donc, quand il y a ce qu'on appelle le changement qualitatif, la coupure épistémologique dont parle Althusser, je ne sais pas ce que le monde sera quand ça va se mettre à faire de l'éruption. Et peut-être qu'il faut qu'on soit un peu plus humble, hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas décider que le monde sera comme ça demain. Donc il faut être davantage à l'écoute de ceux qui traversent le monde, à l'écoute des nouvelles générations aussi, pour savoir quelles sont leurs préoccupations, leurs attentes, et non pas vouloir aussi toujours imposer une façon de voir. Mais vous savez que c'est ce que nous essayons de faire dans le cadre de cette émission, tout à qui s'appelle À Contre-temps. Allez, parlons un petit peu de culture. Les mémoires de l'ancienne première dame des États-Unis. Michelle Obama partage avec nous
plein de choses, des conseils, des histoires, enfin une sorte de livre fourre-tout, mais qui paraît-il est très intéressant. Tu développes ça pour nous. Donc ce livre s'appelle « Cette lumière en nous ». Le nouveau livre. Alors avant d'en parler, puisqu'on a un petit peu plus de temps, je voudrais, parce qu'il y a encore des personnes, et récemment il y a quelqu'un qui me l'a dit, qui considèrent que Michelle Obama, c'est la femme de Barack Obama. C'est-à-dire qu'on ne peut la définir et la caractériser que par ça. Alors je rappelle quand même à ces personnes que Michelle Obama a fait l'université de Princeton et l'université de Harvard. Que quand elle a fini de passer par ces universités, elle a été embauchée dans un très grand cabinet. Pendant des années, elle a travaillé au sein de ce cabinet avec une très belle situation, et que c'est elle, parce qu'elle ne voulait pas être dans la logique qui conduit à gagner toujours plus d'argent. Gérard connaît bien, il pourra un jour nous parler du fonctionnement des cabinets américains. Elle a décidé, parce qu'elle voulait être plus impliquée dans la vie sociale, de quitter ce cabinet d'avocats pour travailler d'abord dans la direction d'un hôpital à Chicago, puis à la mairie de Chicago. Donc c'est quelqu'un qui s'est impliqué. Et puis je rappelle qu'elles ont la rencontre avec Barack Obama, lorsqu'ils se sont rencontrés, Barack Obama était le stagiaire de Michelle. C'est quelqu'un qui a donc, je veux dire, un cursus universitaire, une compétence intellectuelle. D'ailleurs, Barack Obama, dans ses mémoires à lui, lorsqu'il parle de Michelle, il dit « ma partenaire ». C'est-à-dire, et c'est une donnée du couple, c'est-à-dire un échange, une égalité de discussion entre eux. Et donc Michelle, elle a écrit « Devenir », son premier livre, pour décrire un peu son parcours. Et pour avoir été à la présentation de son livre à Paris, où il y avait à l'Accor Arena 20 000 personnes. Il y a 20 000 personnes, toutes catégories sociales confondues, toutes générations confondues. Et il y a une énergie qui s'est dégagée de cette rencontre. Tout le monde sortait de là avec non seulement le sourire aux lèvres, mais avec, je veux dire, une espèce d'élan positif. Moi, je me souviens de la fille d'une amie qui avait une vingtaine d'années et qui disait « ça m'a donné de la pêche ». Et dans son livre, donc Cette lumière en nous, Michelle parle de cette expérience-là, de son livre, comment partout où elle est passée, elle a senti cette énergie. Et donc ce livre, ça revient un peu sur son parcours, mais c'est pour pouvoir donner aux personnes la conviction qu'elles ont quelque chose en elles et qu'elles ont la capacité de s'accomplir. Et je voudrais donner deux exemples. Quand je parlais tout à l'heure de Princeton, où elle est allée, quand elle est arrivée à Princeton, elle disait qu'il y avait 80% de blancs et 20% d'afro-descendants. Et dans les 20% d'afro-descendants, il y avait 70% d'hommes. Donc les femmes noires américaines, elles ont un double défi à relever. Et elle explique comment, quand elle avait voulu faire Princeton, on l'a découragée parce qu'on considérait que, vu de là où elle sortait, elle ne pouvait pas prétendre à ça. Et ça m'a fait penser que lorsque Emmanuel Macron est allé en visite officielle aux États-Unis, il n'y a pas longtemps, dans la délégation, il y avait une astrophysicienne de 32 ans qui est originaire, dont les parents sont originaires d'Afrique. Et elle explique, cette jeune astrophysicienne, qu'elle voulait elle a toujours été intéressée par les sciences et qu'on a complètement découragée de faire ça parce qu'on considérait, elle était issue de la Seine-Saint-Denis, hein, elle habitait. On a considéré que vu son profil noir, Seine-Saint-Denis, femme, laissez tomber. Et donc, 32 ans, elle est brillantissime, c'est-à-dire que cette femme, elle a travaillé au Japon, elle a bénéficié de 2 bourses, elle a un doctorat, elle a créé une fondation, une association, une entreprise, et notamment pour aider les jeunes femmes à considérer que la science ne leur est pas interdite. Et donc, le livre de Michelle Obama, ça permet justement à chacun de ne pas laisser s'éteindre la lumière qui est en soi. Vous pouvez le faire, c'est-à-dire vous voulez être astrophysicienne, allez-y malgré toutes les embûches qu'on va vous mettre sous les pieds, et allez-y. Et donc moi je trouve que c'est important, et les femmes, les jeunes femmes, plus encore, peut-être, puisque comme je dis, il y a la double peine, hein, être noire et puis être femme, et c'est une transmission.
Moi, je trouve que ce livre, c'est une façon de transmettre ce qu'elle a reçu. Et moi, je retrouve la même énergie que j'ai ressentie en lisant son premier livre. Donc, je conseille fortement la lecture. Ce que tu dis évoque une... Vous savez, sur Internet, il y a du bon, il y a du mauvais, il y a du pire. Et il y a aussi du bon. Enfin, on tombe sur des perles. Et notamment, c'est un psychologue qui explique que nous portons, un psychologue, que ces patients, d'après X années de pratique, chez tous ces patients, il a décelé que les patients portaient en eux le germe de leurs troubles psychologiques, troubles de déséquilibre de la santé et tout. C'est-à-dire que, et il donne comme exemple un piéton qui traverse la rue et qui se fait insulter par une voiture et qui est un peu rêveur et qui se fait insulter par une voiture qui passe. Et il dit, soit vous êtes zen et serein, vous avez de la lumière en vous, pour reprendre l'expression de Michelle Obama, et l'insulte ne vous concerne pas. Peut-être que le gars, il a sursauté, il a eu très peur. Ou soit vous êtes tout de suite dans un processus, parce qu'au fond de vous, vous êtes insécure, vous êtes coupable d'avoir été rêveur, et vous entrez dans une sorte de dépression, de culpabilisation du fait que vous traversez la rue. Donc si on a en soi cette lumière, on arrive à surmonter. Je crois que les Martiniquais devraient beaucoup travailler un petit peu leur moi intérieur, c'est-à-dire que ce qui se passe là, nous avions constaté, j'avais constaté quand j'étais vraiment actif, je suis encore dans le métier, que dès qu'il y avait une petite information, un cyclone dans l'air, que les honoraires n'étaient plus payés, que les gens tout de suite accumulaient dans le service des denrées et des vivres, parce qu'en fait, ils sont tout à fait soumis aux contingences extérieures, et alors qu'en réalité, ça ne les concerne peut-être même pas. On philosophe ce matin, hein, philosophie. Alors, c'est l'humilité dont tu parlais, c'est parce que l'humilité, c'est aussi la lumière. Oui. C'est une lumière qui te fait un petit peu oublier la dimension de ton moi, quoi, pour pouvoir, n'est-ce pas, créer des conditions collectives, quoi. Si vous voulez, on va parler un petit peu de musique, et comme on a un petit peu de temps, je vais poser une première question à Christian. Christian, depuis tout petit, tu es dans la musique, tu prenais des cours de piano avec Madame Robert. Madame Yvette Eustache, elle est décédée cette année, un petit clin d'œil à sa famille. Oui, j'ai fait du piano classique dans un premier temps, j'ai dû faire 2 ans, et puis ça me bouffit moins, quoi. Oui. m'en fait moins. un petit jingle pour qu'on parle de musique. Alors, on va parler du Festival de Jazz de la Martinique. On va en même temps parallèlement parler, puisqu'on a le temps, parler du Festival Big in Jazz. Dans un premier temps, première question, qu'est-ce qui différencie ces deux festivals? Juste avant de te répondre, je dis tout à l'heure, j'ai dit ça bouffe moins, mais j'ai toujours quand même gardé l'esprit classique aussi. Hein. Et puis ça bouffe moins aussi parce que j'ai profité à ce moment-là, comme je côtoyais la Perfecta et un pianiste, Roland Pierre-Charles, que j'ai connu de manière très proche, quoi. Et je me suis laissé emporter par la variété, voilà. Enfin, bon, voilà. Alors, non, tu dis qu'est-ce qui différencie ces festivals? Alors, je pense qu'ils se ressemblent de plus en plus. Bon, malheureusement, heureusement, mais c'est pas grave. J'ai déjà expliqué dans quelles conditions j'ai créé le festival Big in Jazz, parce que je pensais qu'il y avait des festivals de jazz où il y avait en masse des artistes de l'extérieur. Américains, pour la plupart. Et j'ai pensé qu'il était utile de pouvoir développer le sillon créé par Polo Ozine, par Marius Cultier, mais par Al Liva, parce qu'on a déjà parlé de ça. Il y a eu quand même une histoire de la biguine et du jazz à Saint-Pierre, en France. Il y a eu Eugène Delouche, enfin il y a énormément de gens qui ont donné effectivement une déclinaison improvisatrice, si je puis dire, de la musique antillaise. Donc j'ai pensé qu'il fallait développer ça. Je pense qu'aujourd'hui on a quand même atteint nos objectifs puisqu'il y a de plus en plus ce qu'on appelle le jazz créole. Je crois que le jazz créole est aussi venu de l'initiative Big in Jazz. Hein. Mais c'est aussi vrai qu'en même temps, le festival, à mon avis, de la Triomphe, s'est un peu rapproché parce que normalement, il a accueilli, c'est une évolution, il a accueilli tous les artistes, effectivement, qui font partie de la nouvelle génération du jazz créole. Donc aujourd'hui, moi je pense que c'est quand même 2 bons festivals. Maintenant, il faut effectivement créer les conditions d'une complémentarité, à mon avis, d'une identité de chacun. Mais en tout cas, je suis très heureux de voir effectivement que les artistes, n'est-ce pas, de notre production, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, sont présents un peu partout. Nous étions tous les deux ensemble. On s'est retrouvés un soir où il y avait 2 pianistes. Oui. Vraiment, c'est Roberto Luna. Rolando Luna. Rolando Luna et puis Monty Alexander.
Parle-nous de ces Alors, moi, je ne deux- connaissais pas Orlando Luna, et donc c'est toujours bien de ne pas connaître, hein. Je n'ai rien lu sur lui, et je vois arriver un petit homme un peu trapu, quoi, tu vois, bon, avec un physique assez... On a son image là à et l'écran, puis, j'ai été attentif à ses premières notes, que j'ai trouvé un petit peu troubles. Après, j'ai perçu une dextérité, j'ai perçu une indépendance des mains. Et puis, progressivement, j'ai découvert ce pianiste. Alors, en quelques mots, il a commencé tard par rapport à beaucoup de jeunes qui commencent à 4 ans. Il a commencé à 15 ans le piano. Mais ce n'est pas parce qu'il a commencé à 15 ans qu'il n'a pas... Bon, il a fait 3 ans de conservatoire. commencé à 15 ans, exact. Il a fait 3 ans de conservatoire. Et puis après, il a travaillé avec beaucoup de musiciens. Il a remporté des prix, je crois, en France, et à Montreux également. Il a remporté des prix de meilleur pianiste de jazz. Et là, il a une carrière internationale qui s'est ouverte. On écoute un peu de sa musique. c'est Très tout. volontiers, oui. Alors, j'aimerais rajouter qu'il a été pianiste du Buena Vista Social Club, avec Omar Portondo. Il a participé à plus de 200 albums. Non, mais il a participé, hein, il n'a pas fait, mais c'est important. Alors, on a bien vu sa technique, on a bien entendu sa main gauche, hein, qui nous fait penser au jazz créole aussi. Hein. On voit bien que dans la main gauche, il y a une espèce de begin qu'il joue. Moi, je l'ai trouvé joyeux, je l'ai trouvé explosif, je l'ai trouvé créatif. Parce que si on écoute bien ses improvisations, à chaque fois, il ouvre une porte. Parce qu'improviser, c'est pas facile, hein. On peut improviser de manière linéaire. Et puis il y a ceux qui, chaque fois, par des accords, vous voyez, par une maîtrise, ouvrent une porte sur... Alors, il est à la fois doux, il est à la fois explosif, il est à la fois bavard, mais toujours joyeux. Et j'ai trouvé qu'il faisait corps avec son instrument de façon merveilleuse. Toi qui es pianiste, le principe de l'improvisation, le principe classique de l'improvisation en jazz, c'est que sur un nombre de mesures qui était le nombre de mesures du thème exposé, C'est ça. hein, Oui. on fait des variations, on fait des ouvertures, on ouvre des portes, comme Très tu dis, bien. c'est ça. Très bien. Alors voilà, on peut respecter effectivement l'harmonie globale de l'œuvre. Et puis il y a la capacité de bouger, d'ouvrir des portes et aller très très loin et revenir dans le morceau. D'ailleurs, son deuxième titre a été un pot pourri entre une musique brésilienne et puis tu verras, tu verras, Une musique on se française, retrouvera, une musique française. Et là aussi, il a pris des directions qui moi-même m'ont bousculé. Hein. Malheureusement, j'ai essayé de Ah ouais, trouver ça. c'est Enfin, on a quand même une extraordinaire. En tout deuxième cas, vidéo. voilà. On a une deuxième vidéo. Tu vas reprendre, tu vas conclure sur lui après. On y va. Y quiero regalársela. Ahí usted cumple 100 años. Hay otro compositor francés también que cumple 100 años, ¿no? Ahora voy a hacer la rumba de Ñigo Roja. Muchas gracias, los quiero. La voy a hacer contigo. Un resumen.
Christian, tu sais qu'il est le pianiste de l'orchestre qui s'appelle El Comité. El Comité. Qui a des champions, qui a des virtuoses, qui ont eu pour personnalité d'être quasiment les meilleurs de Cuba. C'est Ils ça. ont joué avec Irakere, ils ont joué avec les Alors, je meilleurs. fais clin d'œil à un ami, Jean-Philippe, qui m'a dit, mais c'est le Begin Jazz de Cuba. Et c'est vrai qu'ils ont repris des morceaux cubains qu'ils ont arrangés. Alors, il y avait un merveilleux trompettiste également le lendemain. Je ne connais pas ce nom, mais extraordinaire. C'était vraiment très, très bien. Ouais, mais alors, El Comité est passé à Marcillac. Donc, si vous voulez googliser, YouTube, cherchez El Comité, vous allez voir ces musiciens cubains. Le jazz de Cuba est extraordinaire. Tu nous parles de Monty Alexander? Alors, il y a eu Monty Alexander aussi le même soir. Alors, tous les deux, c'était deux trios. Hein. Bon, j'ai trouvé ça un petit peu dommage qu'il y ait que deux trios. Enfin, bon, ça, c'est mes regards. J'aime bien la diversité. Mais Monty Alexander, c'est un géant. C'est un géant. Il est jamaïcain d'origine. Il a 74 ans, je crois. 75. Ouais, et il a fait le monde, il a joué avec tous les grands. Et il a son pays dans son âme. Parce que, indépendamment de sa maîtrise du jazz international, il a joué Bob Marley, il a joué... Passe une vidéo qu'on voit. Voilà, absolument. C'est sa carrière. Enfin, sa carrière a été lancée par Frank Sinatra et Miles Davis. C'est pas rien, hein? Et Miles Davis a dit qu'il a de la joie au bout des doigts. J'ai bien aimé la formule. J'ai bien aimé la formule. Mais j'étais très heureux de voir Monty Alexander. Il a joué en trio. Il a été très sympathique. Il a été euphorique aussi. Il a été plein de joie, plein d'allégresse, quoi. Voilà. Et puis une sobriété. Voilà. Et il a bien communiqué avec la salle aussi. C'était vraiment très bien. Gérard, j'aimerais ajouter un petit clin d'œil que je vais faire à Dominique Bougrainville, qui a présenté aussi une production très originale. Alors, Dominique m'a touché parce que... Tu étais à ce concert? Oui, j'étais à ce concert. On ne s'est pas vu. Non, mais c'était le lendemain. J'étais là. C'était un concert extraordinaire. Oui, oui. Et Dominique, tu as vu un moment, il a pleuré. Oui. Il a été très ému. Et j'aimerais dire, je ne vais pas être trop long, mais Dominique, il est plein d'énergie, il est plein de musique au fond de lui. Je suis allé à son domicile, tout est musique, tout est studio, tu vois. Il a présenté des choses avec des musiciens, il a présenté des choses avec des enregistrements. Et quand la salle a applaudi Dominique, il a pleuré. Oui, d'émotion. Il a une émotion extraordinaire. Mais encore, si vous voulez, je rappelle que Dominique l'a joué beaucoup avec Falfret, et puis il joue avec tout le monde. Et Dominique, je crois qu'encore une fois, Manuel Césaire, enfin la direction de la Triomphe, lui a donné l'opportunité. Il a presque poussé dans le dos pour qu'il fasse. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc, 40 ans de musique, et c'est son premier album. Oui. On l'avait fait jouer aussi à Begin Jazz il y a quelques années au Diamant. C'était déjà aussi... De son premier album. Oui, absolument, de son premier album. Donc voilà, je tiens à saluer Dominique parce que c'était vraiment quelque chose de merveilleux. Et puis j'invite à acheter son album, même si je sais que le numérique aujourd'hui, il fait que les albums... mais moi, je l'ai acheté parce que, bon, je crois qu'il faut donner un coup de main à un musicien professionnel, voilà, qui est Dominique Bougrainville. Parle-nous de Grégory Privat qui a été nommé dans la catégorie l'artiste à suivre de la C'est la deuxième fois qu'il est nommé par l'ADAMI. Alors l'ADAMI, je rappelle, Association pour la défense des droits des musiciens-interprètes. C'est les droits des interprètes qui ont été votés en 1983 sous Jacques Lang. Voilà. Donc l'ADAMI, effectivement, décerne des trophées. Il avait déjà été sélectionné une première fois, mais là, on le propose une nomination au niveau de l'artiste à suivre, quoi, dans la catégorie l'artiste à suivre. Grégory, c'est merveilleux. C'est un gars d'une simplicité, qui est ingénieur, mais qui a pris la carrière musicale. Pour votre information, demain il joue en Belgique, après demain il joue en Allemagne. Donc c'est la Martinique qui s'exporte. C'est la Martinique qui s'exporte. Il a beaucoup joué en Suède avec un orchestre philharmonique. Absolument. Il a joué avec Sonny Troupé, dont on a parlé l'an dernier. Ils sont allés au Japon, percussion et piano. Grégory, c'est l'universel, quoi. Et Grégory, il dit, moi je suis antillais, mais comme Césaire disait, je puise dans l'universel. Je puise dans l'universel. Et je fais une musique universelle. Voilà. Il est d'un lyrisme et d'une poésie extraordinaire. Oui, et d'une simplicité aussi, et puis de naturel, quoi. Et puis il est musique, quoi. Alors je savais que José, son papa, était un exemple, mais Grégory, un jour José m'a dit, mais on ne peut même comprendre ça, il a fait. C'est dit. Quand on voit le niveau de José Privat,
Non, moi je pense que ce sont des jeunes comme ça qu'il faut suivre, quoi, et qui ont leur place aussi dans notre représentation culturelle, quoi, et dans notre langue, dans notre discours au monde, quoi, si je puis dire. C'est dans cette optique que j'ai sous cet enthousiasme de Christian que je vous salue. Je remercie la technique, Mehdi, Monrose, David Torres, Giovanni n'était pas là, il n'était pas là, mais je le salue quand même, n'est-ce pas Daniel? Parce que tu aimes bien ton petit Giovanni. C'est l'anniversaire aujourd'hui de Max Monrose, le patron de la chaîne, qui travaille en Guadeloupe. Donc de lui faire un Il est coucou. parti en Guadeloupe pour qu'on ne boit pas le champagne avec. Ça, c'est les Non, mauvaises non, langues ça, qui disent ça. Non, ça c'est taquinerie, c'est pas mauvais. Je remercie Florent aussi pour taquinerie l'aide qu'elle nous sympathique. apporte. Enfin, je remercie à la chaîne d'exister, de nous permettre avec vous d'avoir ce dialogue hebdomadaire et de perpétuer le juste, le bien, le vrai et le beau. Et en conclusion, vidéo finale, on va entendre une musique de Grégory Privat Très bien. et on va clôturer l'émission avec ça. À la semaine À prochaine. la semaine prochaine. Comme ça. Sounds alive. It's alive. It's alive. Some